Bonsoir à tous. Les histoires de ce soir seront les fables de La Fontaine. Nous commencerons par le loup et l'agneau et poursuivrons avec d'autres, dont je l'espère, tu reconnaîtras le titre. Allez, nous allons poursuivre cette vidéo. Mais avant de commencer les fables, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit : nous sommes 4 à partager la proie. Puis, en autant de parts, le cerf il dépeça, prit pour lui la première en qualité de cire. Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle lion. Et cela, l'on n'a rien à dire. La seconde part droit me donner échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. La grenouille qui se veut faire
aussi gros que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant : Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez, dites-moi? N'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc. Point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau : Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin, comme il disait ces mots. Du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le coq et la perle. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. » Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laissant tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage ? Reprit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de rester pour brouter, pour dormir et pour écouter, d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle parle, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tient la gageure un peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ? » Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier. Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables. Cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez à bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudrait-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis à son maître complet. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. Quoi ? Rien. Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours ?
mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'en voulut pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe, et je péris. »« Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un autre emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. » Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel son maître se trouvèrent. Des frelons la réclamèrent, des abeilles s'opposant. Devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnant un peu longs, de couleur fort tannée et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi ? Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, fit enquête nouvelle et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. « De grâce, à quoi bon tout ceci ?» dit une abeille fort prudente. « Depuis tantôt 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché l'ours ?» Sentant de contredits et d'interlocutoires et de fratras et de grimoires, travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire, avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plût à Dieu qu'on réglait ainsi tous les procès. Que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge. On nous mine par des longueurs. On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, les ailes écailles pour les plaideurs. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait, et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un 3e larron qui saisit maître à Liboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince. Comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois, au lieu de 2, j'en ai rencontré 3. Il est assez de cette marchandise. De nul 2 n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survient, qui les accorde net en se saisissant du baudet.
Et c'est ainsi que se terminent toutes ces fables. J'espère que tu auras passé un bon moment, peut-être découvert de nouvelles fables, qui sait. Dans tous les cas, je te dis à bientôt. Au revoir.